Bonjour, enchantée, on a adoré le spectacle. Merci infiniment, merci Même beaucoup. captivée par toute l'histoire que je ne connaissais pas et j'ai découvert quelque chose de merveilleux que vous avez bien interprété. Vous avez une énergie débordante sur scène. Magistralement bien interprété. Ouais, Toutes sortes de personnages, une multitude de personnages même. ouais. Merci beaucoup, merci infiniment. C'était formidable. Avec aisance en plus. Super, merci. Ouais. Ah ouais, oui, comme un poisson dans l'eau. C'était... Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé au Portugal le 25 avril 1974? Oui, alors le 25 avril 1974, il y a eu la Révolution des œillets. C'est un mouvement pacifique qui est initié par les jeunes militaires, les jeunes capitaines de l'armée portugaise qui sont fatigués des guerres de colonies, notamment en Afrique subsaharienne, au Mozambique, en Angola, et qui décident de déposer les armes et d'arrêter. Et donc ils décident d'initier un mouvement pacifique pour rendre les armes et pour arrêter donc, et ces guerres de colonies, et donc avec elles cette dictature et cet Estado Novo pour repasser une démocratie. Et ça fait un demi-siècle que cette dictature dure, et au moment où ces militaires ils vont aux militaires, et elle va les mettre à leur fusil ou à leur boutonnière. Et en fait, voyant cette femme faire ça, d'autres emboîtent le pas. Ils commencent à saisir les fleurs, les œillets qui étaient sur les étals du marché, ils vont les distribuer aux militaires. En réalité, c'est autant des œillets que des tulipes, il y a tout un tas de fleurs rouges, mais le journaliste José Rebelo, dont je parlais tout à l'heure, assiste à cette scène, et quand il rentre à Paris, il n'a pas vraiment de nom de révolution à donner, il ne sait pas comment titrer parce que les militaires n'avaient pas réfléchi, ils n'avaient pas, comment dirais-je, théorisé un peu leur mouvement, et donc lui il ne sait pas comment titrer, donc il écrit dans le journal « La révolution des œillets triomphe au Portugal », et il l'accompagne d'une photo où on voit un œillet à la boutonnière d'un soldat et aussi dans le canon d'un fusil. Et en fait le nom reste comme ça, parce que la portée de ce journal à cette époque, en Europe, etc., fait que voilà, le nom va rester comme ça, la révolution des œillets. Et quel souvenir gardez-vous de la dictature de Salazar avant cette révolution? Alors moi je garde aucun souvenir parce que j'étais pas né. Ou non, mais pour le souvenir. Non, mais Mais en tout cas, ok. les souvenirs communs, ce qui sont Communs, dit, plutôt. et ce que j'ai pu aussi trouver comme témoignage en travaillant sur le spectacle. Moi, j'ai fait un vrai travail d'archiviste, donc j'avais très très peur de trahir la mémoire des gens qui ont vécu cette histoire, d'autant plus qu'elle est si récente. La grand-mère, les Oui, grand-mères, exactement. L'histoire est si récente qu'il fallait aussi qu'on respecte les gens qui sont encore vivants, qui l'ont vécu. Et puis surtout, je voulais faire de ce spectacle une affaire de transmission. C'est pour ça que je l'ai pris par le prisme d'un échange entre une grand-mère et son petit-fils. Et j'ai moi-même, pour travailler sur ce spectacle, été discuter avec ma grand-mère. Donc moi, j'ai pas de souvenirs directs à moi, mais j'ai des souvenirs reconstruits par ces recherches et par ces échanges. Et les souvenirs qu'on a de cette période, c'est une période terrorisante et extrêmement pauvre. C'est un pays où, pendant cette période, il y avait un taux d'analphabétisation qui était énorme, qui était un des plus grands jamais recensés. Il y avait un taux de pauvreté énorme. Les enfants allaient travailler dès leur plus jeune âge, notamment au champ. Il y avait vraiment un virage de l'industrialisation qui n'avait pas été pris. Le pays était très appauvri par les guerres de colonies. Et donc, il y avait une grande pauvreté intellectuelle et matérielle. Et surtout, il y avait une grande terreur, on n'osait pas parler. Il y avait la PIDE, qui est la police d'État, donc la police internationale de défense de l'Estado Novo, qui terrorisait tout le monde. Sur simple dénonciation, on pouvait être embarqué et puis on disparaissait entre les mains de la PIDE. On était soit torturé, soit tué, soit on revenait jamais. Et donc, il y avait vraiment la peur d'échanger, de discuter. Et c'était c'était vraiment une atmosphère extrêmement oppressante. et en quoi cette révolution a-t-elle changé la vie des Portugais, justement, y compris en tant qu'émigrés? La révolution des œillets, elle a changé la vie des Portugais pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a plein de gens qui, pour fuir le fait d'être envoyés faire la guerre en Afrique subsaharienne, émigraient clandestinement, et notamment en France. Ils faisaient ce qu'on appelait là-bas le salto. Le salto, c'est un mot portugais qu'on pourrait dire, si je le prononçais un peu à la française, au salto, le salto, ça veut dire le grand saut. Et donc ils faisaient ce qu'on appelle le grand saut pour arriver ici en France clandestinement et pour se cacher ici. Et quand la révolution des œillets est arrivée et qu'il n'y a plus cette menace de devoir aller faire la guerre, qu'il n'y a plus cette terreur instillée par la PIDE, ils ont pu retourner chez eux, soit pour toujours, soit en vacances. Et cette manière de pouvoir circuler librement, ça a été un très très grand changement pour les gens qui avaient quitté le pays. Pour ceux qui étaient sur place, le grand changement, c'est que dans les 2 ans qui ont suivi, des élections démocratiques se sont organisées et qu'ils ont pu enfin voter, ils ont pu reprendre la main sur la vie politique et puis surtout les guerres de colonies s'arrêtant, économiquement le pays s'est redressé et ils ont pu manger à leur faim, ils ont pu se détendre un peu. Ça a été un très très grand changement, c'est un moment qui est extrêmement important dans l'histoire du Portugal et quand on en parle, que ce soit à la sortie du spectacle ici avec des gens d'origine portugaise ou moi quand j'ai fait ce travail pour l'écriture, on se rend compte qu'il y a vraiment
un avant et un après extrêmement marqué. C'est un très très grand écart entre ce sentiment de liberté qui vaut toutes les richesses du monde et ce sentiment d'oppression avant 74, avant le 25 avril 74, qui lui était omniprésent et extrêmement violent. Il y a aussi une évolution des droits des femmes. Alors évidemment, il y a une très grande évolution des droits des femmes parce que comme dans toutes les dictatures et comme dans tous les mouvements oppressants, celle qui est oppressée en premier, c'est la femme. Et celle qui se libère le plus tardivement et le plus difficilement, c'est la femme. Et là, encore une fois, la révolution des œillères redonne quelques droits à la femme. Petit à petit, elle revient dans la vie économique, dans la vie matérielle, dans la vie politique, dans la vie sociale du Portugal. Et elle va reprendre quelques droits. Elle va pouvoir s'habiller comme elle veut, elle va pouvoir travailler comme elle veut, elle va pouvoir s'exprimer comme elle veut. Et petit à petit, comme ici en France, elle va avoir tout doucement le droit d'avoir un compte en banque, le droit de voter, etc. Et petit à petit, elle reprend ses droits. Mais effectivement, je pense que c'est de mémoire Simone Veil qui disait ça, tous ces droits accordés aux femmes sont accordés aux femmes, ils ne sont pas évidents dans les sociétés dans lesquelles on vit, et c'est malheureux, et surtout ils sont extrêmement fragiles, et ce sont les premiers remparts qui sautent quand on glisse vers des mouvements autoritaires, dictatoriaux, et la plupart du temps vers l'extrême droite, disons-le. Et vous avez mis combien de temps pour monter le spectacle qui s'appelle La fleur au fusil? Oui. Combien de temps vous l'avez... Alors moi j'ai mis assez peu de temps à l'écrire sous sa forme actuelle parce que j'ai d'abord beaucoup cherché sans vraiment savoir ce que j'allais en faire, juste par curiosité de ce que ça racontait, de ce que je connaissais pas, parce que je connaissais pas cette révolution des œillets. Je l'ai découvert par hasard, j'en ai beaucoup parlé avec ma grand-mère. Donc dans un premier temps, c'était des recherches de curieux, des recherches vraiment de découverte et de surprise et d'étonnement, de me dire mais comment c'est possible qu'une telle histoire se soit passée il y a si peu de temps, si proche de moi, alors que j'ai des origines portugaises et que j'en sois pas mis au courant et que autour de moi personne n'en parle et qu'on l'apprenne pas à l'école. Donc il y avait vraiment cette recherche-là qui a duré un temps, mais sans vraiment avoir pour but d'écrire. Et quand vraiment je me suis décidé à écrire, j'ai écrit assez rapidement. En 3 semaines, j'ai reconstitué un puzzle sur papier de tout ce que j'avais en tête de plusieurs mois, de plusieurs années. Pour en parler aux gens. Exactement, c'est ça. Et après, il y a des scolaires aussi, peut-être? Oui, on a beaucoup de scolaires qui viennent voir le spectacle. Et après, il a fallu mettre le spectacle debout. Et là, on a travaillé avec Jean-Philippe Daguerre, mon metteur en scène. Et là, ça représente à peu près 2 mois de travail. Donc, je dirais que pour vraiment créer le spectacle de bout en bout, il y a 3-4 mois de travail acharné. Mais il y a une espèce d'immersion avant ça qui dure plusieurs longs mois, plusieurs années même, où je suis un peu dedans, sans être dedans, sans trop savoir ce que je vais en faire. Et vous allez jouer jusqu'au mois de juin, c'est ça? Exactement. À la Comédie Bastille. On joue à la Comédie Bastille jusqu'au 29 juin et on enchaînera dès le surlendemain avec le Festival d'Avignon. D'accord, qui sera joué au Théâtre des Lucioles. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment.